d'application et de recherche en télédétection, donc le cartel. Donc, nous continuons dans notre série de conférences MIDIMAP, c'est comme ça qu'on les appelle, les conférences MIDIMAP. Et aujourd'hui, on aura le grand plaisir d'accueillir M. Tony Saint-Pierre, donc il va nous parler de l'intelligence artificielle donc, au service du LIDAR et de la photographie aérienne. Alors, donc, c'est surtout par rapport aux défis de recherche dans le secteur privé. Alors, donc, ces conférences que nous organisons au cartel ne sont pas toutes centrées nécessairement sur le milieu académique. On essaie d'élargir au maximum pour aller chercher tous les différents horizons par rapport à la télédétection. Et avant d'introduire Tony, donc, je vais profiter de l'occasion pour vous demander à vous tous qui participez à ces conférences-là, alors si vous avez aussi des idées de conférenciers, donc des gens qui pourront faire des conférences sur des thématiques particulières qui seront d'un intérêt pour l'ensemble du groupe, alors n'hésitez pas à faire des suggestions à Nicolas Marchand. Je crois qu'il va être grand preneur de tout ça et avec beaucoup de plaisir certainement. Alors, Tony Saint-Pierre donc, est président de la compagnie Zeos Imagerie. Donc, c'est un ingénieur forestier de formation, aussi un géomètre, donc un arpenteur géomètre. Alors, donc, c'est quelqu'un qui travaille depuis presque 3 décennies. Je ne vais pas trop le vieillir, mais ça fait quand même depuis plus de 29 ans, donc dans le domaine de l'acquisition des données aériennes, donc des photographies, pas seulement au niveau de l'acquisition, mais également au niveau du traitement et de l'acquisition et du traitement aussi des données LIDAR partout en Amérique du Nord. Alors, donc, c'est quelqu'un de grande expérience et qui ne néglige pas la recherche dans sa compagnie. Donc, il y a toujours un aspect de recherche appliquée pour faire avancer les solutions vers les solutions les plus optimales. Alors donc, c'est avec un réel plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui et sans trop tarder, je vais donc lui céder la parole pour qu'il puisse commencer sa conférence. Bien, merci Khalifa. Très bien. Je vais partager mon écran. Attendez un petit peu. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. Le plan de la présentation, dans le bas de l'écran, vous allez pouvoir suivre à quelle étape on est rendu là, avec les petits logos. Grosso modo, je vais commencer par vous présenter l'entreprise, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, parce que ça teinte un peu tout le développement qu'on fait aussi. Je veux pas, il y a une philosophie d'entreprise qui est axée sur le développement. Je vais vous parler de notre historique en recherche et développement. Après ça, de l'intelligence artificielle maintenant, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la partie intelligence artificielle qu'on a dans nos développements. Puis vraiment le défi ou les problèmes ou ce qu'on vit entre le passage de la recherche vers la production. Puis après ça, si vous avez des questions, ben, ça me fera plaisir d'y répondre. Juste un petit instant. OK. Au niveau, ouais. Au niveau de la philosophie d'entreprise, notre vision, on veut vraiment être reconnu dans le marché pour être une firme qui offre de la qualité et de la précision dans les photos et les produits photographiques et de données LIDAR. On ne fait que ça dans la vie. On ne fait rien d'autre que de l'acquisition et du traitement photo et LIDAR. On est vraiment spécialisé là-dedans. On est basé à Québec. On travaille un peu partout en Amérique du Nord. Mais vraiment, là, on cherche toujours à améliorer notre qualité et la performance de notre équipe. Puis, on est aussi reconnu pour essayer de favoriser un milieu de travail agréable. On considère que si les gens sont heureux au travail, ils vont être plus performants,
ils vont avoir du plaisir, ça va rayonner, puis ça fait que c'est un des outils de rétention du personnel qui est non négligeable. Au niveau des valeurs de l'entreprise, euh, on, on, on essaie de favoriser l'honnêteté, la transparence, la collaboration entre les gens et une culture de responsabilisation par opposition à une culture de contrôle où tout le temps quelqu'un en arrière de l'épaule qui regarde ce que tu fais et qui tape sur les doigts si ce n'est pas comme ça avait été demandé. Nous autres, c'est l'inverse. On va dire aux gens, voici le travail, on vous donne des responsabilités, puis organisez-vous pour que ça fonctionne. On a quand même des balises au niveau de l'entreprise, à savoir comment les choses doivent être faites. Par contre, les gens ont beaucoup de latitude, tant au niveau de l'horaire, de la gestion, au niveau du personnel, pour organiser ça comme ils veulent. Puis, on ne travaille pas en silo, on travaille vraiment en équipe. C'est-à-dire qu'un projet, tout le monde va travailler à peu près sur tous les projets. Puis, chaque personne sait faire à peu près toutes les tâches de traitement de données, ce qui fait que le travail est varié. Les gens sont compétents dans plusieurs choses. Puis, on considère que les gens apprennent plus vite puis deviennent meilleurs plus rapidement. Parce que si on est trois personnes qui savons faire la même chose puis faisons une tâche, il y a toujours un moment donné où quelqu'un va trouver un nouveau truc, une nouvelle façon, un nouveau logiciel pour être plus performant. Et là, il partage aux autres, ce qui fait que tout le monde augmente son niveau de connaissance très rapidement. Puis une autre fois, une autre journée, ça va être un autre qui va trouver quelque chose. Fait que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on veut s'améliorer. Puis la recherche et développement fait partie un peu de tout ce processus-là parce que toute l'équipe de production participe aussi à la recherche et développement avec des chercheurs soit à l'interne ou à l'externe. L'équipe, on n'est pas une grosse équipe, on est une quinzaine d'employés. Puis ça n'inclut pas les pilotes puis l'équipe d'entretien des avions, qui ça, c'est dans une compagnie formée à côté. Mais au niveau du traitement ou même de l'acquisition des opérateurs qui opèrent les systèmes dans l'avion, on est une quinzaine d'employés. Ce qu'on vise, on est en processus de croissance. On vise d'ici 3 ans monter autour de 24 employés. Le portrait de notre équipe, on est assez balancé. C'est-à-dire qu'on a des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, dans une proportion assez équilibrée. Les gens demeurent quand même longtemps chez nous. On a 8 personnes qui sont de moins de 4 ans, mais 3 personnes qui ont entre 5 et 9 ans d'expérience avec nous, 2 personnes qui ont entre 10 et 14 ans, puis 2 personnes qui ont 15 ans et plus. La scolarité, on essaie d'avoir des gens avec un bon niveau de scolarité parce qu'on veut que les gens comprennent bien ce qu'ils font, puis l'impact sur la précision, puis la qualité des données. On a 7 personnes au niveau baccalauréat. On a 3 opérateurs qui se promènent en avion, qui sont des techniciens. On a 2 personnes avec des maîtrises. Je m'excuse, 3 personnes avec des maîtrises, puis 2 avec des doctorats. Puis, diversifié aussi au niveau de l'origine de nos employés. On en a 8 qui sont des Canadiens de souche. On en a 3 qui viennent de la France, un du Rwanda, un de la Tunisie et un des États-Unis. Nos équipements actuels, puis les équipements, je vous dis tout de suite, ça évolue rapidement, ce qui fait qu'à tous les 2-3 ans, on a des nouveaux équipements soit qui arrivent ou qu'on change, ou bref, ça change rapidement. Au niveau de la photographie aérienne, on a une caméra Ultracam Falcon Prime. On travaille aussi avec d'autres types de capteurs, soit on a travaillé, entre autres, l'année passée avec une Phase One, puis ça fait, je dirais, 15 ans qu'on travaille avec des caméras Phase One aussi. Puis là, à l'occasion des caméras obliques aussi,
mais ce qu'on fait le plus souvent, c'est avec la caméra Ultracam Falcon Prime et on travaille tout le temps en bimoteur, en Navajo. Au niveau du lidar, notre système, c'est un système Lightmapper 7800 VQ2 qui en réalité, c'est un système, ce nom-là est l'intégrateur qui est la compagnie IGI en Europe qui fait ce système-là. Mais le scanner en tant que tel, c'est un Regal VQ 780 II. C'est un scanner qui envoie 2 millions d'impulsions laser à la seconde. Puis on avance avec ça. Encore, c'est aussi en Navajo qu'on fonctionne, ce qui nous permet d'avancer très rapidement, de couvrir des territoires immenses ultra rapidement. C'est à peu près ça. Les territoires qu'on couvre, les clients, faut savoir qu'on travaille principalement pour des gouvernements, des villes, des compagnies hydroélectriques, des pipelines, des mines, on va faire des films d'ingénierie. Donc, on s'adresse à la grande entreprise ou la grande industrie. Une bonne proportion de nos projets sont pour des gouvernements pour couvrir des territoires au complet. Exemple, le gouvernement du Québec fait couvrir a un programme pour acquérir la photo puis du lidar pour l'ensemble du Québec en dessous, je crois, c'est le 53e parallèle. Donc, on couvre ce territoire-là au complet sur un horizon de 10 ans. C'est des programmes qui sont, une fois que le programme est terminé, ils sont renouvelés. Ça sert principalement à la cartographie forestière, la cartographie au 20 millième et la gestion des territoires. Ce qui fait que le type de contrat qu'on réalise, c'est souvent des contrats de 10 000 km², 15 000 km². On peut couvrir des régions au complet dans une saison. Au travers de ça, on va faire des contrats plus petits. On peut aussi faire des contrats de 1 km², mais qu'on va faire au travers de nos grands projets. On va tout de suite démystifier des choses. On se fait souvent demander, vous devez fonctionner avec des drones. La réponse est non. Puis les drones, dans les 5-6 dernières années, ça a été un engouement, puis les gens disaient que c'était l'avenir, puis que tout le monde s'est mis à acheter des drones. Par contre, il y a beaucoup de drones ou de compagnies qui avaient mis beaucoup d'espoir, qui ont carrément mis au rencard les drones, pour la simple et bonne raison que pour la cartographie, et là, je spécifie bien pour la cartographie, les drones, c'est pas, c'est un peu une utopie, dans le sens que le footprint, c'est-à-dire l'empreinte au sol couverte par les drones est tellement petite et combinée à une autonomie, généralement c'est électrique, tellement petite que c'est dédié ou la zone d'efficacité est à peu près limitée à des territoires de plus petits qu'1 km². Si on veut aller à des territoires plus grands que ça, c'est toujours possible parce que des drones, il y a des gros avions comme on utilise des Navajo, qu'on peut enlever le système de pilotage manuel, puis mettre un système de pilotage automatique, puis fonctionner à distance. Par contre, il n'y a aucun gain ou aucun avantage pour une compagnie de faire ça. Je vous explique un peu pourquoi. C'est-à-dire que un des premiers gains qu'on pourrait voir, c'est qu'il faudrait que ça coûte moins cher. Si on veut prendre un avion grand format pour être capable d'avoir des équipements photogrammétriques de qualité dedans, avec une puissance suffisante pour aller chercher des grands territoires, à ce moment-là, il faut prendre des gros avions. Le coût de modifier l'avion pour que ce soit converti en drone est quand même là. Par contre, au niveau opération,
c'est pratiquement impossible d'opérer avec ça. Parce que, si on veut opérer avec un drone, il faut bloquer l'espace aérien. Puis bloquer l'espace aérien, c'est pas simple. Il faut demander des autorisations des mois à l'avance. Et d'un point de vue opérationnel, c'est impensable. C'est pour ça que c'est possible de faire bloquer l'espace aérien pour un très, très petit territoire pendant une courte période de temps. Mais c'est très complexe. L'autre chose, c'est que par la réglementation au Canada, il faut toujours avoir un opérateur qui va contrôler l'aéronef et une autre personne qui a toujours l'avion ou le drone en visuel. Ben, automatiquement, si on veut faire des grands territoires, on ne peut pas avoir un visuel constant sur le drone. Donc, ça rend ça impossible. Puis, au niveau simplement coût, ben, au lieu de payer un pilote et un opérateur, on va payer un opérateur de drone puis quelqu'un qui a l'avion visuel au sol. Donc, ça fait aucune économie, donc aucun sens. Ça vient juste complexifier les opérations. Fait que, bref, c'est pour ça qu'on continue en avion et c'est vraiment ça qui est le plus performant. L'historique de l'entreprise, je dirais qu'il y a eu 3 phases principales au niveau de notre historique de R&D. De 2002 à 2008, on développait beaucoup les équipements de prise de vue. Donc, au début, on a commencé, on était en hélicoptère, donc on développait ce qu'on appelle des pods ou des systèmes pour embarquer nos caméras attachées après un hélicoptère. Ensuite, on a migré un peu vers les petits avions, les petits Cessna, où on avait développé des systèmes pour mettre la caméra à l'extérieur de l'avion, puis avec des systèmes de contrôle à distance pour l'opérateur qui est à l'intérieur de l'avion. Ensuite de ça, on a migré vers des avions plus gros, mais où là, il fallait modifier, faire des trous dans le fuselage des avions. Fait qu'on a toujours travaillé dans ce domaine-là à faire approuver tous les plans d'ingénierie par Transport Canada. Puis ça, c'est de 2002 à 2008. Il faut savoir qu'on était les premiers à offrir de la photo numérique au Québec. Et c'est ce qui nous donnait un avantage un peu sur la compétition, qui, eux, étaient avec des photos sur film. À partir de 2008-2009, là, est apparu sur le marché international là, des manufacturiers qui ont commencé à manufacturer des caméras grand format en numérique. Donc, la couverture de chacune des photos était plus grande que nous autres. Ça donnait un avantage parce qu'il y avait moins de lignes de vol à faire pour couvrir les territoires. Donc, à ce moment-là, on s'est viré vers ces technologies-là, donc des technologies existantes pour remplacer nos équipements qu'on développait par des équipements qui étaient commerciaux. On a un peu réorienté notre recherche et développement vers le traitement de données au niveau des logiciels pour faire des nuages de points photogrammétriques. Donc, extraire à partir des photos en 3D les nuages de points, faire des modèles numériques de terrain. Et c'était surtout destiné à faire des analyses forestières avec ça. On a développé quand même pas mal de logiciels à l'interne, entre autres pour faire de l'aérotriangulation automatique et des choses comme ça. Mais la phase 2008 à 2014 a surtout été axée sur le développement de logiciels et les développements en photogrammétrie. À partir de 2018, on s'est dit qu'on voulait tirer profit de l'intelligence artificielle. Donc, depuis 2018, on a commencé avec l'Université Laval, on a ensuite migré avec l'Université de Sherbrooke. Depuis un an maintenant, un petit peu plus qu'un an, on développe avec l'Université de Sherbrooke.
différents outils en intelligence artificielle. Puis quand je parle d'intelligence artificielle, c'est le réseau de neurones Deep Learning. À quoi sert l'intelligence artificielle chez nous? Des grandes catégories. La première utilisation qu'on voyait à l'intelligence artificielle, c'est faire du contrôle qualité. Parce que on a des gens qui passent beaucoup de temps à repasser toutes les données pour s'assurer du contrôle qualité. Puis, c'est souvent les tâches les plus plates à faire, puis les moins intéressantes, et qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Puis, dans la philosophie dans l'entreprise où on veut que les gens aient du plaisir à travailler, toutes les tâches qui sont les plus plates, on essaie de les éliminer. Puis en plus, partout où il y a de l'intervention humaine, il y a un risque d'erreur. Le contrôle qualité en fait partie. Donc, si on fait passer une machine au lieu de passer un être humain, le résultat risque d'être de beaucoup meilleur. L'automatisation performance, un peu dans le même idée, tout ce qu'on peut faire par une machine va plus rapidement que par l'être humain, c'est un gain. Puis en termes de performance, il y a performance en rapidité, mais performance en qualité aussi. On veut augmenter la qualité de ce qu'on fait, puis que se démarquer de la compétition et en plus, vraiment s'assurer que nous autres, ça sort avec une qualité impeccable. La machine est dédiée ou est vraiment ciblée pour ça. Puis troisièmement, on vise développer des nouveaux produits et des nouveaux services. On est en train de le faire d'ailleurs. Puis ça va nous propulser vers vers l'avant, où je dirais, va permettre des choses qui n'étaient pas possibles dans le passé de faire. Exemple de détection de défaut. Qu'est-ce que j'entends par ça? Je vais vous montrer en rafale différentes choses que l'intelligence artificielle peut détecter facilement. Facilement étant relatif, il faut quand même travailler et développer pour ça, mais c'est des choses qui sont faisables. C'est-à-dire la détection ici, dans ce qu'on appelle des waves ou l'effet de vague, là, si vous regardez ici et là, il y a comme un étirement des pixels. Dans certains cas, quand on prend des photos, avec l'angle par lequel on regarde, s'il y a une falaise, ça peut faire en sorte que de l'angle de la position ou de la position de la caméra, la caméra ne voit pas le flanc de la montagne, puis à ce moment-là, ça va faire des étirements. Fait que ça, il faut aller corriger ce genre de choses-là manuellement. Sauf que repasser toutes les mosaïques qu'on fait pour détecter ça manuellement, c'est un temps fou. Alors que là, avec la machine, il nous encercle ou nous identifie exactement les endroits où il faut aller corriger les choses. Ici, si vous regardez, il y a une cassure ici. Ça, à la jonction des images, quand on fait de l'orthomosaïquage, si le modèle numérique de terrain n'a pas la bonne élévation, ça va générer un déphasage entre les photos. Puis ça, il faut le détecter, puis aller corriger le modèle numérique de terrain à cet endroit-là, puis reprojeter l'image. Ici, on voit un effet fantôme. Regardez la voiture, elle est translucide. Ça arrive à la jonction entre deux images quand un objet est là sur une photo, mais que quand on passe, exemple, sur l'autre ligne de vol à côté, puis que la voiture a disparu, là, on va avoir un effet fantôme qu'on parle. Fait que ça, il faut le détecter pour les corriger aussi. Ici, on voit de façon très évidente un pont qui est déformé.
Souvent, les modèles numériques de terrain, si on prend un modèle numérique de terrain, exemple, qui est généré par LIDAR, et qu'on orthorexifie une image au niveau du sol avec ça, ben, le pont n'est pas sur le modèle numérique de terrain. Donc, ça va générer une déformation. Donc, il faut aller corriger le modèle numérique de terrain à cet endroit-là pour refaire le pont en 3D et régénérer la mosaïque par la suite. Ici, puis là, j'apporte peut-être une petite précision pour les gens qui ne sont pas familiers. En Amérique du Nord, les orthomosaïques, quand on dit le terme orthomosaïque, on fait toujours référence à une orthomosaïque qui est rectifiée au niveau du sol seulement. Donc, les bâtiments et tout ce qui est au-dessus du niveau du sol n'est pas rectifié. Quand on parle d'une mosaïque qu'on appelle une true ortho ou une vraie orthomosaïque, généralement, on parle d'une orthomosaïque où tous les bâtiments sont rectifiés. C'est deux procédés complètement différents au niveau de l'orthorectification. Puis, ce qui fait que, actuellement au Québec, puis en Amérique du Nord, là, à peu près tout ce qui se fait est rectifié uniquement au niveau du sol. Donc, à la jonction entre deux images, ben, la jonction entre deux images, c'est ce qu'on appelle le seamline. C'est ce que vous voyez en jaune à cet endroit, sur l'image qu'on a là. Le seamline, c'est la limite entre deux photos. Puis, si on voit légèrement à cet endroit-là que sur le côté droit de la maison qui est coupée par le seamline, là, on voit un petit peu de perspective, on voit un petit peu le côté de la maison, puis si on va à l'autre extrémité de la maison, à gauche, ici, on voit aussi un petit peu de perspective. Donc, la maison est comme, on voyait les deux côtés de la maison. En réalité, comme l'orthorectification est faite au niveau du sol, tous les bâtiments ont de la perspective. Sauf que ce qui est la façon usuelle de fonctionner, c'est qu'on s'organise pour que la limite entre deux orthos ne passe jamais au niveau du bâtiment. On veut, dans ce cas-là, c'est que manuellement, on vient modifier le seamline pour que la jonction entre les deux images se fasse à côté de la maison pour éviter de briser les bâtiments en deux. Puis, si je reviens ici, l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte toutes les empreintes de bâtiments par intelligence artificielle et on superpose ça à notre ligne de seamline. Donc, partout où on a des intersections, on va tout simplement modifier le seamline à cet endroit-là. Qui est plus rapide que de passer visuellement toutes les seamlines et essayer de regarder s'ils croisent des éléments d'intérêt. Dernier point, au niveau de la détection, c'est ce qu'on appelle les sunspots. Donc, la réflexion solaire dans des plans d'eau. Dans ce cas ici, c'est une piscine. Ça, on essaie d'éviter ça, bien sûr. Donc, mais pour être sûr qu'on n'en a pas, ben, on a développé un algorithme qui permet de détecter ça automatiquement. La détection de nuages, c'est aussi quelque chose qu'on a développé qui nous permet de scanner, je dirais, toutes nos images avant même qu'on commence les processus d'orthorectification de traitement pour détecter s'il y a des images avec des nuages. Si oui, ben, on programme des reprises. Cette image-là m'ouvre la porte aussi à d'autres choses, mais qui s'en viennent peut-être pour le futur. C'est-à-dire que techniquement, c'est possible d'éliminer l'ombrage des nuages au sol. Donc, ce qu'on vise, c'est potentiellement être capable d'augmenter le nombre de journées où on peut voler parce qu'il faut savoir que si on a des images comme ça, on ne peut pas livrer ça à un client parce qu'il y a des zones cachées. Puis si les nuages sont au-dessus de l'avion,
c'est la même chose. On va avoir des ombrages de nuages au sol, puis ça fait un peu un effet pizza, puis c'est refusé. Donc, les seules journées où on vole, c'est des journées où on a 100% de ce qu'on appelle le sky clear, là, de 100% de ciel bleu sans nuages. Il n'y a quand même pas beaucoup de journées dans une saison sans aucun nuage. Donc, on travaille à éliminer par intelligence artificielle les ombrages, puis dans le but de pouvoir augmenter le nombre de journées qu'on puisse voler dans une saison. Jusqu'à date, j'ai parlé surtout de la photographie aérienne avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on fait au niveau du lidar, il y a plein de choses qu'on fait en 3D pour l'intelligence artificielle. Par contre, tout ça est encore en développement. Il y a quand même passablement de défis au niveau du 3D. L'intelligence artificielle est beaucoup moins avancée en 3D qu'avec des images raster. Puis on a un défi de conserver la précision, mais d'avancer vraiment en faisant faire des tâches que normalement ça prend une armée de monde pour faire ces travaux-là. Exemple, dans ce cas-ci, c'est du lidar. On voit à gauche le lidar brut non classifié. Puis à droite, on voit du lidar classifié par intelligence artificielle où on a la végétation, les bâtiments, le sol, l'eau qui ont été classifiés automatiquement. C'est pas encore totalement terminé, mais on vise pouvoir mettre des choses en marché là, dans la prochaine année. Il y a plein de nouveaux produits qui s'en viennent qu'on veut faire par intelligence artificielle, mais on ne peut pas en parler. On ne veut surtout pas se faire damer le pied, on parle de la compétition. Donc, quand on sera prêt à faire la mise en marché de ces produits-là, on pourra vous en parler à ce moment-là. Encore là, les mythes. L'intelligence artificielle, c'est comme un peu une grosse boîte noire. Puis les gens pensent que tout est possible. En réalité, ça reste que c'est un ordinateur. Puis un ordinateur, c'est relativement bête, dans le sens que ça va apprendre tout simplement ce qu'on lui montre. Puis si on lui montre, on ne lui enseigne pas quelque chose, ben, il ne sera tout simplement pas capable de le faire. Fait que là-dessus, il faut rester les deux pieds sur terre. Puis quand on veut faire quelque chose, il faut tout simplement lui apprendre. C'est quoi la clé, le secret pour le succès ou l'échec des projets en intelligence artificielle? C'est la qualité et la quantité de données d'apprentissage. Puis ça, toutes les personnes en intelligence artificielle vont vous le dire, si vos données ne sont pas bonnes, ne sont pas bien structurées, ne sont pas bien annotées, garbage in, garbage out, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire apprendre à votre ordinateur. Par contre, si vous avez des données qui sont bien structurées, qui sont bonnes, qui sont variées, bref, vous allez être capable de faire quelque chose. Par contre, le coût pour obtenir ces données-là est astronomique. Dans le sens que c'est difficile. Maintenant, il y a quand même plusieurs jeux de données qui de plus en plus sur Internet qui circulent. Par contre, pour avoir des jeux de données de qualité, avec toutes les conditions qu'on veut avoir, c'est tout un défi. Puis l'avantage qu'une compagnie comme nous autres a, c'est on est un producteur de données. Donc, on a beaucoup de données. Il s'agit juste de bien structurer et de bien s'assurer de la qualité de nos données qu'on donne en entraînement pour arriver à des résultats. Puis là-dessus, au niveau des
étudiants. Une chose que je vous recommande, c'est quand vous voulez, si vous voulez travailler en intelligence artificielle pour une maîtrise ou un doctorat, essayez de vous associer à une firme qui a à la base beaucoup de données d'entraînement. Ça va simplifier votre travail de beaucoup. On tombe dans les défis de production. Vous voyez, même si on est un producteur de données, il arrive quand même des situations où on manque de données. Je vous explique. Pour la détection de nuages, on n'est pas... Tous les projets qu'on vole, on cherche à ne pas avoir de nuages. Donc, la quantité de photos qu'on a avec des nuages est quand même très limitée. Puis quand on parle d'entraînement, on cherche tout le temps à avoir des milliers d'exemples à donner à l'ordinateur pour l'entraîner. Donc, il arrive certains moments, comme dans le cas des nuages, où on doit simuler nos propres données d'apprentissage. À ce moment-là, ça tombe dans une autre gamme de programmation, là, mais sachez qu'il est possible de simuler plusieurs types de choses pour que ce soit réaliste et qu'on puisse entraîner l'ordinateur. Par contre, quand on simule des données, ça peut générer des problèmes. Exemple, ici, on a simulé des cassures de modèles numériques de terrain. Puis, on avait des très, très bons résultats avec nos algorithmes de détection sur les données de simulation. Par contre, on s'est aperçu quand on donnait les vraies données de nos photos, de nos orthomosaïques en inférence, on n'avait aucun bon résultat, il n'y avait aucune détection. Pour s'apercevoir que l'ordinateur, ce qu'il avait appris, c'est pas tant à détecter les cassures qu'à détecter que je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire, le type de rééchantillonnage, je m'excuse, rééchantillonnage d'image qui était en bicubique ou en IRS ou en peu importe, n'était pas identique à ce qu'on avait quand on générait nos orthomosaïques normalement. Donc, il avait détecté que le rééchantillonnage des pixels était différent que la réalité. C'est ça qu'on détectait et non pas les cassures. Il faut toujours faire attention quand on simule des choses, bien faire les choses et de toujours combiner ça avec des vraies images pour être capable justement de valider si on n'a pas des problèmes dans nos simulations. On a aussi une chose que moi j'ai observée, c'est que obtenir un succès en recherche a souvent rien à voir avec un succès pour la production commerciale. Exemple, j'ai passé des entrevues pour engager du chargé de projet dans les dernières semaines. Il y a une personne qui s'est présentée à moi en me disant « Ah, j'ai fait ma maîtrise ou maîtrise doctorat ou peu importe, là, en classification de points LIDAR. » OK, ben, parle-moi un peu de ce que tu as fait, puis parce qu'on fait la même chose, on développe là-dedans. Donc, dis-moi, c'est quoi tes résultats? Est-ce que ça a bien fonctionné? La personne m'a dit oui, c'est des très bons résultats. J'ai dit OK, c'est quoi ton taux de succès? La personne m'a dit on a 7 catégories d'objets, donc le sol, la végétation, l'eau, la forêt, les bâtiments. Puis, on a un taux de succès de notre classification de 60 %. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de dire OK, c'est bien beau pour la recherche, là, mais en pratique, je ne peux pas donner à un client un résultat, des nuages de points où on a seulement 60 % de points qui sont bien classés. C'est très proche de dire je fais pile ou face, puis ça me donne la valeur que je vais mettre
mon point. L'autre type de choses, d'erreur ou de différence qu'il y a entre la recherche et la production, c'est que souvent, les chercheurs vont qualifier le taux de succès par pourcentage. Par exemple, 95-97% de réussite dans la classification, sans tenir compte de c'est quoi l'impact des erreurs qui restent, du 3% d'erreurs, exemple, sur le jeu de données résultat. Je vais vous montrer un exemple ici. Après, à gauche, on a un nuage de points qui a été classifié. À droite, on a le modèle numérique de terrain résultant. Puis, si j'agrandis un petit peu, vous allez voir, j'ai zoomé à un endroit, on a un point qui est sur le bâtiment qui a été classifié comme du sol. Puis, ce que ça fait, la conséquence, c'est que dans le modèle numérique de terrain, ça génère un pic d'élévation qui, ça, est carrément inacceptable dans un jeu de données de production. Donc, c'est pas parce que tu as un taux de succès de 99% que le 1% qui manque n'est pas problématique. Par contre, à l'inverse, si on avait eu un point au sol qu'on avait détecté ou qu'on n'avait tout simplement pas détecté, il était resté dans le non classé, bien, le sol a tellement de points, quand même qu'il y en a un qui n'est pas détecté, ça ne change pas la forme du terrain. Donc, ça n'a aucune incidence. Donc, on pourrait avoir 90% de succès au niveau du sol, que ça serait quand même utilisable en production ou commercialement. Par contre, 1% de mauvais points sur des bâtiments fait en sorte que c'est pas valable. Je ne sais pas si les gens saisissent bien le concept, mais c'est important, quand vous dites un pourcentage, d'aller voir l'impact du résultat en pratique. Bon, je reviens juste pour vous montrer le point ici, là, c'est ce point-là qui a généré ce pic-là. Chez Xeos, on a fait le choix d'avoir une équipe interne et des chercheurs universitaires qui travaillent sur nos projets. Ça permet d'augmenter la capacité de recherche tout en conservant une expertise à l'interne. Parce que si on met tout dans les mains de l'université, il y a un gros taux de roulement au niveau parce que c'est souvent des étudiants qui vont travailler sur les projets. Donc, quand un étudiant quitte, on perd une grande partie de notre savoir. Puis à l'interne, ben, on a quand même des capacités, je dirais, limitées. On ne pourrait pas engager 20 personnes pour développer. À un moment donné, on vient en cours de projet. Donc, on a seulement quelques personnes à l'interne qui sont dédiées 100% à la recherche. On a par contre toute l'équipe de production qui participe aussi au projet de recherche et on va s'associer avec des spécialités dans les universités au niveau des chercheurs, puis on engage aussi des étudiants pour certains projets là, avec ces chercheurs-là. Un autre, pas problème, mais un autre constat qu'on fait avec les chercheurs, c'est souvent, c'est des programmeurs. Nous, à l'interne, quand on arrive pour mettre ça en production et travailler avec l'équipe de production, il n'y en a aucun qui c'est des programmeurs. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir une interface usager qui est conviviale. Donc, des lignes de commande, on est allergique à ça. On a développé avec l'Université de Sherbrooke un système d'interface qui nous permet d'avoir des services qui roulent sur nos serveurs, puis que de n'importe quel poste de travail,
quelqu'un peut lancer des jobs de traitement d'intelligence artificielle, puis que les données vont être traitées sur les serveurs. Puis on est capable d'avoir une interface administrateur qui nous permet de voir l'état de toutes les tâches qui ont été lancées, puis le taux d'avancement de nos tâches. Un autre point qui est important quand on veut passer de l'état de recherche à l'état de production, c'est que le coût, quand on est en recherche, souvent on va utiliser le réseau de calcul Canada ou Calcul Québec là, pour avoir des graphes de calcul pour calculer. Quand on arrive en milieu commercial, il faut soit louer à partir d'Amazon ou Microsoft, Azure ou autre, ou avoir sa propre graphe de calcul à l'interne. Sachez que la location chez Amazon, Microsoft, Google coûte une fortune. Si, comme nous autres, c'est tout le temps de la grosse donnée lourde, c'est-à-dire des données photos et lidar, mais avec une lourdeur extrême, on calcule que c'est plus rentable de bâtir notre propre réseau de calcul à l'interne que de louer des services externes parce que ça nous coûte une fortune. Juste à titre d'exemple, le serveur d'Amazon, une carte GPU avec, mettons qu'on veut avoir 8 GPU, peut facilement nous coûter au-dessus de 4 000 $ par mois, là, juste en location. Où s'en va le futur? Sachez que c'est à vous autres de le définir, dans le sens que le futur, le présent, on le contrôle. Puis on contrôle en prenant des problèmes concrets puis en essayant de trouver des solutions. Les outils, l'intelligence artificielle en est un, mais il y a plein d'autres outils. Puis c'est à vous autres de vous amuser puis de définir, trouver des solutions à des problèmes. Puis c'est ça qui va faire évoluer le futur. Personne ne peut prédire le futur, mais si chacun travaille pas son petit grain de sel, c'est sûr que ça va évoluer. Je suis prêt pour la période de questions si vous en avez. Excellent. Merci beaucoup, Tony. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est ouvert. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, t'entends, Charles. Merci, M. Saint-Pierre, super intéressant. Mon nom est Charles Papassodoro, je travaille à la Stratégie nationale de données d'élévation. Puis, on a aussi des processus à l'interne de classification LIDAR par le deep learning. Je pense que les résultats sont assez bons aussi. Je me demandais si dans votre modèle d'affaires, vous aviez considéré aussi le coût de validation de l'ensemble du coût que vous mettez sur la classification par intelligence artificielle. Est-ce que ça reste quand même rentable par rapport à envoyer la classification en Asie, comme plusieurs compagnies font, pour diminuer les coûts? Est-ce que ça reste vraiment rentable par rapport à ça? Est-ce que le modèle est vraiment plus rentable de faire ça à l'interne? Oui. Si on a beaucoup de volume, oui. OK. La réponse est simple. Là. La réponse est oui, mais il faut avoir beaucoup de volume. OK. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, moi j'en aurais une. Christian Prévost, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui,
Christian Prévost, je vous rejoins de Gatineau. C'est la première fois que je participe à ce genre de midi. Moi, je suis venu par le lien de l'AQT. Premièrement, très, très, très intéressant. Vraiment une belle présentation. Moi, j'ai deux questions assez générales à vous poser. La première, ça concerne les équipements. Quand vous avez parlé de vos équipements, c'est des avions, mais depuis 2008 ou 2000, enfin, depuis que vous avez démarré, vous avez donc changé d'appareillage avec le temps. Est-ce que c'est des avions que vous achetez? Êtes-vous propriétaire de votre avion? Les avez-vous achetés, les loués ou les revendez après, une fois que les trous sont percés dedans? Comment ça se passe? On prend, effectivement, on a évolué dans le temps. Quand on a commencé, même dans les années 80 et 90, on travaillait beaucoup pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans ces années-là, fournissait l'hélicoptère. Donc, on a développé en utilisant les hélicoptères qui étaient loués pour Hydro-Québec. Par contre, quand on a changé le modèle pour s'en aller en avion, on a tout le temps pris des ententes long terme avec nos fournisseurs. On a regardé, on a passé proche d'acheter il y a 2-3 ans. Par contre, on a renouvelé des ententes. Puis le type d'entente que nous autres on fait, c'est des ententes sur plusieurs années où on s'engage à fournir standards de vol, puis eux autres s'engagent à nous fournir des pilotes avec les avions. On modifie les avions, on paye pour les modifications de l'avion, donc faire des trous. Puis s'il y a des STC à faire, aller chercher à Transport Canada, on demeure propriétaire des modifications qu'on fait sur les avions. C'est un peu comme un mariage qu'on a avec notre fournisseur. Si dans nos contrats, que si le fournisseur, pour une quelconque raison, n'était plus en mesure de nous offrir le service, on a l'option de racheter les avions puis d'aller avec une autre compagnie pour la gestion des avions. D'accord. Une sous-question, comme ils disent, comme les journalistes disent au point de presse de M. Legault. Au sujet des images fantômes, c'était pas mal au tiers à peu près de votre présentation. On voyait cette voiture, là, une voiture fantôme qui était sur une zone de recouvrement de 2 lignes de vol, je crois. Mais dites-moi, admettons vous faites qu'un relevé est fait dans un centre-ville ou dans une ville, entre 2 lignes de vol, la zone de recouvrement, là, tout a changé. Les voitures ont toutes changé de place. Là, ça doit être immense, les correctifs à faire. Est-ce que j'ai bien compris le problème? Oui, mais par contre, non, il n'y a pas tant de choses qui changent en 2 lignes de vol. C'est-à-dire que oui, les voitures sur une autoroute changent. Même dans la même ligne de vol, on peut voir la même voiture sur plusieurs photos à différents endroits. Ça, c'est des choses qui arrivent. Par contre, en 2 lignes de vol, si on est dans un quartier résidentiel, ce qui est dans les rues va se déplacer un petit peu, mais tout ce qui est stationné, il n'y a rien qui change. D'accord. Tout le temps, vous n'êtes pas d'un centre-ville avec des lumières, ça va. Okay. Oui, puis aussi, il faut préciser que si on a des voitures qui se retrouvent seulement sur une photo, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée, mais c'est juste sur une photo, ça ne causera pas d'objet fantôme. C'est vraiment seulement à la jonction en deux images, dans la zone de transition, que là, ça peut générer des effets fantômes. Fait que c'est quand même limité. D'accord. Merci. Très clair. Excellent. OK, moi, oui, j'ai des questions. Au fait, je me nomme M. Conan et je vous remercie pour cette conférence. Et je vous rappelle aussi que mon thème de la thèse porte sur l'intelligence artificielle et la gestion prospective des aires protégées. Donc, je suis parfaitement intéressé et j'ai suivi la conférence du début à la fin. Et dans le développement de mon thème, je suis confronté à plusieurs difficultés. En fait, lorsque je lis les thèses et puis les articles sur l'intelligence artificielle, je pense que pour l'appliquer, il faut une masse de données. Et moi, j'utilise les images Landsat. Et je suis novice dans cet apprentissage et je veux atteindre un objectif de classification avec l'intelligence artificielle. Pour cela, j'ai besoin de vos conseils. Est-ce que les images Landsat peuvent
aboutir concrètement à la cartographie des aires protégées en appliquant l'intelligence artificielle? Et ma deuxième préoccupation, on peut dire que c'est une doléance. Est-ce que vous pouvez me confier à quelqu'un ou vous pouvez échanger vos mails avec moi pour que je puisse vous soumettre d'autres préoccupations dans le cadre de la rédaction de ma thèse? Et aussi les algorithmes à développer, tout ça. Okay. Merci. Je pense malheureusement que je peux pas vous aider beaucoup. Je vous explique pourquoi. Premièrement, Oui. On ne fait pas de traitement d'image satellite. Nous autres, c'est uniquement de la photographie aérienne et du lidar qu'on prend nous autres mêmes. Deuxièmement, pour répondre à ta question, est-ce que l'intelligence artificielle peut servir à détecter des aires protégées? Il faut savoir que pour détecter quelque chose, que ce soit par intelligence artificielle, l'intelligence artificielle fonctionne un peu comme le cerveau humain. Si visuellement, tu es capable de voir et de reconnaître sur une image un type d'objet, Oui. ben là, oui, tu es capable de l'entraîner à être détecté par l'intelligence artificielle. Par contre, si c'est une limite administrative qui physiquement n'est pas détectable visuellement sur des photos ou images satellites, ben, l'intelligence artificielle ne pourra pas non plus le détecter. Ah, OK. Je pense que dans le cadre de ta thèse, le Ressources naturelles Canada, Sherbrooke, au niveau du Centre d'information topographique, serait probablement mieux placé que moi pour t'aider parce qu'eux autres travaillent vraiment avec des images satellites. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Bastien. Bonjour, merci beaucoup, très intéressant, présentation qui m'intéresse beaucoup aussi. Je suis aussi ingénieur de formation, ingénieur forestier, et puis là je fais une thèse en télédétection sur les drones lidar. Moi, je n'ai pas spécialement de questions sur les drones, je comprends votre point de vue par rapport à la taille des projets. C'était plus, on a parlé de l'évolution ces derniers temps, de partir de 2008 jusqu'à maintenant, des relevés que vous faites. J'avais peut-être une question plutôt, c'est quoi un peu la tendance que vous voyez au niveau des relevés photogrammétriques versus maintenant des relevés lidar? En général, que ce soit dans l'industrie, le gouvernement, mais surtout aussi avec les compagnies forestières. Est-ce qu'on voit une certaine évolution vers les relevés lidar ou c'est quoi un peu votre point de vue par rapport à ça? Les deux se complètent bien. C'est-à-dire que les données lidar seules ont certains usages, mais ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Puis les données photographiques seules ont certains usages, mais ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Vraiment, la combinaison des deux est nécessaire pour la gestion des forêts. Puis, je pense que, c'est mon point de vue personnel, là, je pense que le gouvernement du Québec va continuer encore pour au moins les prochains 5-10 ans à faire les deux types de relevés. OK. Et les compagnies forestières avec qui vous faites affaire, en général, c'est plutôt des projets sur des énormes surfaces ou c'est quoi en termes de surface? La majorité des projets que vous avez, c'est des industries forestières, c'est plutôt les organismes, les ministères, le gouvernement? Il faut savoir que partout au Canada, à l'exception du Québec, c'est les compagnies forestières qui ont la gestion des données puis des forêts. Donc, s'ils ont des territoires de coupe ou à exploiter, c'est ces compagnies-là qui vont acquérir les données pour leurs travaux. Au Québec, la gestion a été redonnée au ministère il y a déjà plusieurs années. Ce qui fait que depuis, je dirais, le nombre d'années exact, je ne me souviens pas, mais ça fait, mettons, entre 5 et 10 ans là, que c'est le ministère qui aurait rapatrié toute la gestion. Ce qui fait que les compagnies forestières n'ont plus aucun mot à dire dans l'aménagement ou dans la gestion des forêts. Donc, toutes les décisions, toutes les données sont acquises par le gouvernement et après ça, le gouvernement fait un plan d'exploitation puis il donne ça aux compagnies forestières. Donc, les compagnies n'achètent plus aucune donnée de notre part. Avant ça, c'était des gros clients. Maintenant, il y a zéro
contrats qu'on obtient des compagnies forestières. Ok, il n'y en a pas qui sont intéressés pour faire des études de croissance et faire voler l'avion, dans votre cas, de manière un peu plus... En forêt publique, non. En forêt privée, il y a Domtar qui fait des différents travaux. Parce qu'eux autres, ils ont quand même pas mal de terres privées. C'est ça. Ok, super, ça répond un peu à mes questions. C'est ça, le futur est assez excitant dans ce domaine-là, parce qu'on parle de deep learning ici sur des bâtiments et des maisons, mais il me semble qu'au niveau des essences et des espèces, on aura aussi notre mot à dire. Je pense qu'en tant qu'ingénieur forestier, vous êtes aussi sensible à ça. J'espère que c'est là que les drones vont venir faire quelque chose. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Tony, je voudrais savoir, au niveau des acquisitions que vous faites, là, des acquisitions LIDAR, c'est quoi la densité de points en général par mètre carré dans la plupart de vos acquisitions? C'est très variable. Ça varie, je dirais, les grands territoires du gouvernement. Au Québec, là, c'est souvent du 2,5 points mètre carré. Pour les villes, ça joue souvent autour de 10 points mètre carré. Puis pour différents projets ou même pour les travaux d'Hydro-Québec, c'est souvent autour de 25-30 points mètre carré. OK. Et est-ce qu'il vous arrive de couvrir souvent les mêmes superficies plusieurs fois dans le temps ou c'est juste des acquisitions uniques en général? En général, c'est pas mal des acquisitions uniques. Quand on fait ça peut arriver qu'on fait des acquisitions, le même territoire 2 fois ou quelques fois. S'il y a des changements du genre, on prend des lignes de distribution électrique. Donc, ils veulent avoir l'État avant de faire les travaux d'élagage. Puis ils veulent avoir après, ils font des travaux d'élagage, puis là, on repasse pour avoir l'État après les travaux d'élagage. Il y a ça. Il y a aussi dans le minier où on a certains contrats où on repasse, exemple, au 30 juin ou autour du 30 juin, plus ou moins une semaine, là, à chaque année pour calculer des volumes, pour savoir combien ils ont extrait de minerais durant l'année, pour des fins de calcul de volume. OK, excellent, merci beaucoup. Je crois que normalement, le temps qui est prévu pour la conférence est échu. On arrive à sa fin. Oui, c'est ça. Je prendrai juste une dernière petite question rapide. Oui, j'aimerais poser cette dernière question, Khalifa, si c'est possible. Rapide, s'il te plaît. Oui, en fait, je suis curieux de savoir comment il fait pour éliminer l'effet des nuages. Est-ce que c'est la hauteur de vol qu'il modifie ou bien c'est à travers l'algorithme de traitement d'image qu'il arrive à supprimer cet effet d'image et des nuages? Je ne sais pas si ma réponse va répondre exactement à la question, là, mais au niveau des nuages, on n'élimine pas les nuages. On peut générer des nuages artificiellement pour essayer d'entraîner l'ordinateur à détecter les nuages. Mais une fois qu'un nuage est là, on ne peut pas l'enlever parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. S'il est opaque, on ne peut pas le voir. Par contre, on peut enlever l'ombrage des nuages. Donc, si on a des nuages au-dessus de l'avion qui font des plaques plus sombres au sol, ça, on est capable de l'éliminer. OK. Techniquement, c'est possible de le faire. OK, merci. Excellent. Donc, merci beaucoup. Donc, Tony, on tient à vous remercier très sincèrement pour cette excellente présentation. Je sais qu'on aurait pu continuer dans la série des questions, ça ne finirait pas. Alors, mais il faut arrêter à un certain moment. Merci beaucoup. Ça montre que le sujet était d'un grand intérêt pour beaucoup de gens. Il y avait énormément de participants d'ailleurs, ce qu'on aime beaucoup. Alors, merci énormément. Donc, vous allez recevoir bientôt des informations, certainement de la part de Nicolas, pour les prochaines conférences. Alors, d'ailleurs, je tiens à le remercier parce que c'est lui qui est le métronome de tout ça, donc c'est lui qui organise tout ça. Alors, c'est du beau travail. Alors, merci à vous tous et bon après-midi.
Merci Tony. Bye tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Ouais.